Les rendez-vous de l'infra, le podcast d'Infravenir qui parle des infrastructures à travers des tables rondes et des interviews exclusives. Mobilité, énergie, défis climatiques, infrastructure sociale. Toutes vos questions trouveront des réponses. Bonne écoute. Bonjour à tous, évidemment bienvenue à cette heure plutôt matinale d'un vendredi, donc merci infiniment d'être là. Dans nos bureaux, je suis Alexis Aujabre, associé chez White & Case en M&A Infrastructure. Ravi de vous accueillir aujourd'hui. Je vois des visages amis et des visages amicaux parmi nous. On est partenaire de l'équipe Europlace Infraboui qui est aussi Infravenir depuis 5 ans maintenant. Donc on a l'honneur de vous recevoir avec un sujet qui est quand même éminemment important. On était en train de discuter avec mon camarade de droite de manière passionnante pendant les minutes qui ont précédé. Le sujet de l'IA, évidemment, c'est un sujet qui transforme tous nos métiers. On est en train de discuter du métier d'avocat, du métier de banquier, de strat, etc. Tout est en train d'être révolutionné. Il ne faut pas avoir peur, il faut juste appréhender. Je pense que c'est un métier qui touche aussi les infrastructures en direct. On fait des data centers parce qu'on a besoin de stocker des données. Et on a besoin de données parce que l'IA est en train de révolutionner le sujet des données. Donc en fait, c'est une chaîne. Et en plus, ça consomme de l'énergie, donc on a besoin de produire de l'énergie. En fait, quelque part, tout ça, c'est lié. Chez White & Case, on a pris ce sujet-là très sérieusement. On est un cabinet américain, new-yorkais, avec 43 bureaux dans le monde traditionnellement très implanté sur les sujets de l'énergie. Donc un cabinet qui est présent sur ce segment énergie infra depuis longtemps, mais on a compris l'importance pour notre métier de l'IA, donc avec énormément d'investissements chez nous, avec une personne qui est en charge, on a un Chief Innovation Officer qui s'occupe de ça de manière très directe. C'est un sujet évidemment qui nous parle à tous, mais je pense que quand on va dans le détail, c'est ce qu'on est en train de dire. Évidemment, on est là pour apprendre, on est là pour discuter avec, je pense, quelqu'un qui représente une des success stories en France de l'IA, qui est Artefact. Alors, gros fait LBO et méga LBO, donc c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en tout cas, on voit bien l'importance de sujet de l'IA, non seulement dans le monde des infrastructures, mais de manière générale dans le monde financier. Et donc, je pense qu'on a 1 heure et demie à peu près. 1 heure et demie et un peu plus avec l'intervention de Romain. Absolument. Pour pouvoir se former sur ce sujet-là, voilà, on va parler du prompt, mais également d'aller un petit peu plus loin que juste le prompt sur les sujets IA et infrastructure. Donc merci infiniment et je vous passe. Merci. Je suis moi-même équipé. Voilà, merci beaucoup. Donc bienvenue à tous. Donc le programme, une petite demi-heure de AI 101, mais ensuite ça c'est la partie pour information, et ensuite plus marrant, des ateliers d'application organisés par l'équipe. Donc vous allez pouvoir tester des trucs sur les machines qui ont été préparées par l'équipe pour vous donner une idée concrète de ce que ça veut dire l'IA aujourd'hui. Donc, pour me présenter, donc, moi je suis Jérôme Petit, je suis l'associé en charge de toutes les activités pour des fonds d'investissement chez Artefact, pour tous nos bureaux. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, qui n'auraient pas regardé un dossier de LBO cette année, Artefact, c'est une licorne française. C'est un cabinet de conseil spécialisé dans l'IA et la data qui existe depuis 10 ans. Et c'est une boîte qui surfe l'explosion de l'IA dans le monde. Donc il y a 10 ans, Artefact, c'était 3 gars dans un bureau qui trouvaient qu'ils avaient à peu près les mêmes idées sur la transformation par la data et l'IA du monde du business. 10 ans se passent, on a 31 bureaux dans le monde, il y a 2000 collaborateurs à peu près, ça croît à 30% par an. Et notre métier, c'est d'aider toutes sortes d'entreprises à s'emparer du sujet pour transformer leur data en EBITDA. Alors en préambule, quelques mots de vocabulaire, parce que IA, data, vous lisez ça tout le temps dans la presse, il y a plein de mots, juste pour qu'on soit clair sur les mots de vocabulaire. Quand on parle de data, très concrètement, il faut comprendre qu'en fait, c'est une représentation de la réalité. Donc c'est juste une façon de coder des faits économiques, des images, des textes,
En tant que tel, c'est juste des lettres. Donc la data, c'est comme des lettres. Si on les laisse en vrac, c'est un peu difficile d'en donner du sens. Il y a un autre mot que vous entendez beaucoup, c'est les analytics ou la business intelligence. Les analytics et business intelligence, ça consiste à mettre les lettres dans le bon ordre, les pièces du puzzle dans le bon ordre pour donner du sens. Donc c'est la partie comprendre un petit peu ce que signifient les données. On a tous eu cette expérience, des fois il manque une pièce dans le puzzle, c'est très frustrant. Pour prédire la pièce qui manque, on est dans le domaine de l'IA classique, du machine learning, qui va prédire, compte tenu des pièces de puzzle qui ont déjà été posées, quelle est la pièce de puzzle la plus probable qui manque. Et puis il y a l'IA générative, c'est une extrapolation de la même idée, sauf que là, quelque part, votre intelligence artificielle, vous l'avez entre guillemets entraînée juste sur les pièces de puzzle que vous avez posées sur la table. Là, vous avez une intelligence artificielle qui a été entraînée sur l'intégralité des puzzles qui n'ont jamais été dessinés par des humains depuis la création de l'écriture. Donc, fort de cette connaissance, la machine elle est capable d'extrapoler en fait votre puzzle. Il se trouve dans quelle plus grande image voilà. Et donc votre texte, il est dans quel plus grand texte. Votre vidéo, il est dans quelle plus grande vidéo. Votre calcul, il est dans quel plus grand calcul. Ce n'est qu'une généralisation de la même idée. Et puis là, depuis cette année, c'est vraiment, voilà, on rentre dans une nouvelle phase, qui est la phase la plus transformationnelle, qui est l'agentique. Alors l'agentique, c'est quoi? Les agents, ce sont des intelligences artificielles qui font tout ça. Donc elles brassent des data, elles savent les analyser, elles savent prédire, et ainsi de suite. Mais elles rajoutent 2 couches, c'est qu'elles sont capables de raisonnement, et elles sont capables de passer à l'action. Donc un agent, par définition, c'est quelque chose qui agit. Et ça, c'est la grande révolution, c'est vraiment la grosse transformation pour toutes les entreprises. C'est ça qui crée vraiment de la productivité. Je vous donne un exemple de cette idée-là. On a aidé Orange. Orange a un énorme problème pour la connexion des fibres. Ils connectent à peu près entre 2 et 3 millions de fibres par an. Il y a 10% d'erreurs, il y a 10% d'échecs. C'est astronomique. Et vous imaginez, à chaque fois, c'est des heures d'opérateurs, voilà, et généralement, les causes des erreurs sont complètement triviales. C'est l'opérateur n'est pas à la bonne adresse, il n'est pas en train de connecter la bonne fibre, il ne fait pas la bonne manip, c'est vraiment trivial. Donc on est dans un cas qui est très agentique, c'est-à-dire pour comprendre ce qui se passe, il faut interroger 20 systèmes informatiques différents chez Orange. Donc il y a une quantité d'informations astronomiques pour comprendre la cause de l'anomalie. Il faut raisonner parce qu'en fonction de chacun des situations, c'est pas un automate. On ne va pas faire exactement la même opération. Il faut comprendre le problème et décider de l'action. Voilà. Mais après, les actions à faire sont débiles. C'est indiquer à l'opérateur qu'il faut prendre le fil bleu et pas le fil rouge. C'est envoyer un email au client pour lui dire « vous pouvez me confirmer votre adresse s'il vous plaît » ou c'est mettre un rendez-vous dans l'agenda d'un opérateur quelque part. Donc les tâches. Donc quand on est dans ce genre de circonstances, énormément de data à brasser, très compliqué parce que généralement éclaté dans plein de systèmes. Il y a une étape de raisonnement, mais la mise à l'action est triviale. Alors là, vous êtes dans le cœur du réacteur, de là où vous faites de l'agentique. Un exemple pour ça, dans les métiers d'investissement, répondre aux questionnaires DDQ, DLP, c'est super chiant parce qu'on reçoit des milliers de questions par an. C'est 80% les mêmes selon les LP. 80%, prenez-le avec une pincée de sel, mais il y a une grosse partie de communalité. Bon, ça, on aide nos clients à créer des systèmes où on fait 90% de productivité là-dessus. Donc on va multiplier par 10 le nombre de questions qu'on peut traiter par jour par personne de l'équipe ailleurs. Alors, pour replacer un petit peu dans le contexte historique, un truc qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ça fait 80 ans, grosso modo, qu'on travaille la question. L'origine, si on cherche une origine, c'est probablement la cybernétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Il y a un premier moment important, c'est 1956, la conférence de Dartmouth, où le mot d'intelligence artificielle est inventé. Donc, à ce moment-là, les IA, ce sont des IA déterministes, ce sont des automates en fait. C'est-à-dire qu'un humain a le code dans une machine que s'il se passe ça, alors fait ça, s'il se passe ci, fait ça, ainsi de suite. Des automates, un peu la Pascaline pour le calcul.
cette idée d'automate va se généraliser progressivement à travers le temps, où on va, grosso modo, la mise à l'action, le raisonnement en arbre de la machine est un peu plus sophistiqué, on va rajouter un petit peu de statistiques dedans, et on arrive à des IA analytiques, donc ils vont utiliser de la stat, grosso modo. Mais ça reste déterministe, ce sont des humains qui expliquent, qui font les règles en fait, de fonctionnement de la machine. Ça, c'est 50 ans de développement de l'IA. Donc c'est 1950 aux années 2000. Il y a un changement très brutal, une accélération, c'est la fin des années 90, où, pour la première fois, ce sont les machines qui vont écrire les règles. Donc le fait créateur, c'est l'expérimentation, vous savez, de Deep Blue, Deeper Blue. Donc on va faire jouer une machine contre Kasparov aux échecs, mais la machine va apprendre toute seule à jouer aux échecs en regardant des parties d'échecs. Pour la blague, donc c'est 1997, si je ne dis pas de bêtises, pour la blague, la première itération Deep Blue de Kasparov, d'IBM, n'a pas battu Kasparov. A fait match nul. La deuxième itération, quelques mois après, Deeper Blue l'a battu. Donc, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce grand changement, c'est les machines apprennent. Donc on n'a plus à coder, à expliquer à la machine quoi faire, c'est elle qui décide progressivement ce qu'elle va faire. Il va se passer 20 ans de généralisation de cette idée, où on va faire du machine learning sur de plus en plus de données, avec de plus en plus de capacités de calcul différentes. Il y a un fait alimentant de ça, c'est l'apparition de l'Internet, qui crée de la donnée de façon massive. On va pouvoir entraîner des modèles de plus en plus complexes pour faire du machine learning de plus en plus sophistiqué. Donc progressivement, ça se sophistique, on n'appelle plus ça du machine learning, mais du deep learning. Et ça, vous l'utilisez tous les jours quand votre voiture freine toute seule, parce qu'il y a un danger devant vous. Elle a analysé les images, c'est du deep learning, pour détecter qu'il faut freiner. 20 ans de développement. Et puis là, le fait, la nouvelle accélération, c'est 2017, un papier dans le laboratoire de DeepMind de Google, qui s'appelle Attention is all you need, qui invente une nouvelle approche algorithmique qui s'appelle les transformers, où on va en fait apprendre aux machines à parler comme nous. Donc le grand changement ici, de cette apparition des transformers, c'est que jusque-là, pour parler aux machines, il fallait apprendre une langue étrangère. Il fallait apprendre à coder en Python, en C, voilà. Là, pour la première fois, l'interface homme-machine s'écroule, puisque c'est la machine qui a appris à parler comme nous, et elle nous répercute les informations dans notre langage. Donc, la manifestation la plus importante de ça que vous connaissez, c'est ChatGPT. ChatGPT, ça existe depuis 2022. Donc, ça fait 3 ans que cet outil que tout le monde utilise. Donc, très forte accélération. Et puis, donc, comme je vous l'ai dit, c'est pareil, ça se généralise. On entre dans l'ère de l'agentique maintenant, avec des machines de plus en plus sophistiquées qui sont capables d'agir. Alors, c'est qui les acteurs là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'écosystème? En tant qu'utilisateur, devant vous, vous avez des applications. Donc, vous avez des applications généralistes, ChatGPT, Copilot. Voilà. Vous pouvez avoir des applications qui sont spécialisées sur certaines missions. Midjourney pour faire des images, DeepL pour faire de la traduction, Agentforce pour faire du CRM. Et puis il y a un monde qui est vraiment transformé par l'IA, c'est le monde du coding. De deux façons, parce que déjà, aujourd'hui, c'est plus possible de coder sans IA. Je veux dire, ça deviendrait débile de faire du code sans IA. Donc, on a inventé des applications dédiées pour accompagner les codeurs à faire du code intelligent. La plus utilisée, c'est probablement GitHub Copilot. Et puis, il y a, comme je vous disais, on a fait tomber la frontière, l'interface homme-machine. Et donc, en fait, on dit à des machines ce qu'on veut faire, et c'est elles qui codent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vibe coding, qui est un truc qui se généralise. Et aujourd'hui, de la même façon qu'il est débile de faire du code sans IA, il y a des trucs, il est débile de les faire avec ce truc-là. Donc typiquement, les interfaces, aujourd'hui, ça n'a aucun sens de les faire autrement qu'avec du vibe coding. Parce que c'est du code très simple, très répétitif, et on décrit ce qu'on veut, et la machine le produit. Alors, ces trucs-là, ce sont des outils applicatifs classiques, ils ont des fonctions. Ils reposent tous sur ce qu'on appelle des modèles de fondation. Alors, les modèles de fondation sont fabriqués dans le jargon
par des labs. Les labs, c'est Meta, c'est Google, c'est OpenAI. Et ces grands modèles de langage, il faut que vous les imaginiez comme des réseaux de neurones, en fait. Ce sont des points d'action qui sont connectés les uns aux autres et qui vont permettre de prédire en fait la suite de l'histoire quand on la commence. Ce qu'il faut bien comprendre là, c'est que ces modèles sont probabilistes, donc c'est pas déterministe. Un modèle de langage ne vous donne pas la vérité, il vous dit la réponse la plus plausible, ce qui n'est pas du tout la même chose. Utiliser ces trucs-là, c'est une transformation de l'approche que nous, l'école blanc, on vit. C'est exactement ce qu'ont vécu les pilotes d'avion. Moi, j'ai fait mon service à l'époque où le service existait, dans l'aéronaval. Et même si je suis d'une famille de soldats, je n'avais jamais mis les pieds dans un avion avant. Et quand j'ai fait mon service dans l'aéronaval, j'ai découvert un truc, en fait, c'est que avant, un pilote, c'est un artisan qui savait que dans certaines circonstances, il faut pousser le manche exactement comme ça, il faut tirer la poignée exactement comme ça, il faut appuyer la pédale exactement comme ça, et c'est comme ça que l'avion continue à voler. Et ce que j'ai découvert à l'aéronaval, c'est qu'un pilote moderne, c'est pas ça. C'est un homme qui est assis dans un robot, qui vole tout seul, et lui, son métier, c'est de surveiller que le robot fait son travail. C'est exactement ce qu'on vit avec ces modèles-là. Notre métier ne disparaît pas, il change de nature. On n'est plus l'artisan de l'action, on est le technicien de surveillance de l'action qui est opérée par une machine. Bon, pour la petite histoire, il y a deux types de modèles de langage, grosso modo. Il y en a qui sont fermés, donc en fait le fournisseur se réserve le code de ce voilà. Il y en a beaucoup en open source, où là vous pouvez utiliser librement des modèles qui sont développés par d'autres. Et puis il y a des fermes, des hubs, où là, vous avez plein de modèles à disposition pour le faire. Et intéressant pour vous, ces modèles, ils ne tournent pas dans le vide, ils tournent sur une infrastructure. Alors, l'infrastructure dans l'IA, elle est triple, on va dire, il y a 3 niveaux. Il faut du hardware, donc c'est des cartes, je vais vous expliquer un petit peu le détail de... Voilà, c'est des cartes qui font des calculs. Il faut les héberger quelque part, donc dans du cloud essentiellement, et des data centers. Et puis tout ça, il faut mettre du power dedans, quoi. Et on parle de beaucoup de power, je vais en revenir là-dessus. Donc c'est du point de vue des infrastructures, 3 enjeux, l'accès aux capacités de calcul, l'accès à l'hébergement, l'accès aux utilités qui vont alimenter tout le système. Alors, sur ce système, vous voyez qu'il y a des acteurs qui se positionnent un petit peu partout. Google, notamment, est très actif. Vous allez le retrouver, va fabriquer des applications généralistes, va fabriquer des outils pour faire du vibe coding. C'est un lab lui-même, il fabrique les modèles Gemini et NanoBanana. C'est bien sûr l'un des acteurs majeurs du cloud. Et c'est en fabrication de technologies, puisque Google fabrique des cartes spéciales qui s'appellent des TPU. Je vais rentrer un petit peu, vous expliquer un petit peu ce que c'est juste après. Mais vous voyez, ces acteurs-là bénéficient à fond du truc pour vous donner la vitesse d'explosion du truc. Donc Google processe aujourd'hui, depuis ce mois-ci je crois, tous les mois, 1 million de milliards de tokens. Et je vais vous expliquer ce qu'est un token. C'est 50 fois plus qu'il y a un an. Et probablement que dans un an, ça sera encore 50 fois plus. Donc il y a une explosion de l'usage qu'il faut servir par les infrastructures qui sont nécessaires. Alors quelques mots de vocabulaire, les mots de base. Pour ceux qui auraient des questions importantes. Si on regarde les applications, comment on s'adresse à une machine, quand on pose une question, on appelle ça un prompt. Un prompt, c'est une instruction qui est donnée à la machine. Par exemple, instruction, donne-moi une définition claire et percutante du terme prompt en 2 lignes. Pour l'histoire, hein, cette slide a été fabriquée par une IA. Non, c'est vrai. Hein, l'une des méthodes il faut comprendre, les modèles sont probabilistes. Donc, ils cherchent à s'orienter vers les réponses les plus plausibles. Il faut un peu les guider pour que les réponses les plus plausibles soient dans le champ qui vous intéresse. Il y a une technique dont vous entendez parler tout le temps qui s'appelle Chain of Thoughts, qui, en fait, oblige le modèle à expliciter son raisonnement.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est utile pour le pilote qui doit surveiller que la machine fonctionne bien. Mais en fait, même si le pilote ne regarde pas ce que fait la machine, c'est très utile parce que en la forçant à expliciter son raisonnement, vous l'orientez vers le champ de réponse qui vous intéresse le plus. Donc, faites expérience dans vos prompts. Tapez n'importe quel prompt et tapez un prompt en disant « Avant de répondre, réexplique-moi la tâche que tu veux faire et formalise ton raisonnement ». Vous allez voir que dans le deuxième cas, même si vous ne lisez pas le raisonnement, la réponse est bien meilleure. En fait. Ça, c'est chain of thought. Vous entendez beaucoup parler de RAG. Alors, les modèles, ils ont été entraînés sur des quantités phénoménales de données, mais ils ne sont pas omniscients. Donc, si vous voulez les faire travailler sur des domaines particuliers, vous avez une option qui est entraîner un modèle. Alors ça, si vous avez 1 milliard devant vous, vous pouvez le faire. Mais c'est très cher. Vous pouvez fine-tuner les modèles. Je ne sais pas si je l'ai expliqué. Bon, je vais vous expliquer ce que c'est, le fine-tuning. Mais en fait, il y a une technique très simple qui s'appelle le RAG, qui en fait, vous allez mettre les éléments d'information dans la question. Donc en fait, RAG, qui veut dire Retrieval Augmented Generation, c'est l'art de poser des questions en disant « sachant que, quelle est la réponse à cette question ?» Donc dans la question, vous allez mettre du contexte qui va aider le modèle à répondre. C'est un usage très important, une technique très importante pour augmenter la capacité des machines à répondre. Voilà. Vous entendez parler d'hallucination. Comme je vous ai dit, les modèles sont probabilistes. Ils répondent la réponse la plus plausible. Ce n'est pas une vérité. Une hallucination, c'est quand il répond à un truc qui n'est pas vrai. Quoi. Donc, typiquement, Napoléon a inventé le croissant pour célébrer ses victoires de la campagne d'Égypte. C'est plausible, mais ce n'est pas vrai. Et donc, le boulot de l'opérateur, c'est de vérifier ces trucs-là. On va aussi utiliser des machines qui vont faire cette vérification. Donc, on a une technique qui s'appelle LLM as a judge, où derrière un modèle qui produit la réponse, on va demander à un autre modèle de dire est-ce que cette réponse a l'air correcte ou pas. Entraînement de fine-tuning, inférence. Bon, l'entraînement, c'est le fait de fabriquer le modèle en lui proposant toutes sortes de contenus pour qu'il apprenne les règles. Le fine-tuning, c'est un peu la même idée, mais on va réentraîner juste les couches superficielles du modèle. Donc, encore une fois, si vous imaginez le modèle comme une sorte d'éponge avec des trucs qui sont connectés les uns aux autres, vous entraînez juste la surface de ce modèle pour qu'il apprenne typiquement à parler le jargon de lawyer, par exemple, qui est un jargon un peu spécifique dans ses réponses. Et l'inférence, quand on parle d'inférence, en fait, c'est que c'est l'autre sens de l'utilisation d'un modèle. Vous allez utiliser les modèles pour les fabriquer, vous les entraîner, et quand vous utilisez le modèle qui a été construit pour fabriquer une réponse, et ça, c'est ça qu'on appelle l'inférence. Un token, alors la facturation de tout ça se fait au token, hein, c'est des facturations au volume. Un token, c'est l'unité élémentaire de compte de ça. Typiquement, c'est 3 à 4 caractères en anglais. C'est typiquement un carré de 16 par 16 pixels dans une image. C'est un peu le bit, on va dire, de l'IA. Voilà. La fenêtre contextuelle, c'est la mémoire vive du modèle. Combien de tokens il peut garder en mémoire quand il vous répond. C'est un truc qui a énormément explosé et c'est l'une des raisons de la prodigieuse évolution des capacités des modèles. C'est que il y a 3 ans, quand GPT est sorti, la fenêtre contextuelle de GPT 3.5 qu'on a tous utilisé et qu'on était tous fascinés par les possibilités de trucs, c'était 2000 tokens. Aujourd'hui, le modèle qui est derrière ChatGPT, GPT-5, il a 1 million de tokens dans sa mémoire. Donc, du coup, 1 million de tokens, pour vous donner une idée, c'est à peu près c'est guerre épée. Mettez guerre épée en mémoire du modèle. En termes d'infrastructure, donc les infrastructures à comprendre, les cartes, donc où se fait l'entraînement et l'inférence. Donc, paradoxalement, on n'utilise pas des processeurs pour faire ça. Donc, les processeurs qui font tourner vos machines, ils sont très forts à faire des trucs très compliqués en série. Donc vous pouvez charger des calculs très très compliqués, mais qui vont être exécutés les uns après les autres. Ce n'est pas du tout ce dont vous avez besoin quand vous entraînez ou que vous inférez un modèle.
vous avez besoin d'avoir des choses très simples faites, mais massivement en parallèle. Et quelqu'un a eu un jour l'idée de se dire, en fait, ce besoin-là, c'est exactement ce que fait une carte graphique quand on fabrique des images pour les jeux vidéo. Et donc, en fait, on utilise des cartes graphiques pour faire l'entraînement et l'inférence des modèles. Ça s'appelle des GPU, donc un processeur, c'est CPU, une carte graphique, c'est GPU. Pour la blague, il y a des cartes particulières qui sont fabriquées spécifiquement pour l'entraînement des grands modèles. Ça s'appelle des Tensor Processing Units. C'est Google qui fabrique ça. C'est une sorte de gigantesque carte graphique qui travaille de façon un peu différente dans sa logique, qui permet d'entraîner les modèles à l'échelle. Tout ça doit se produire dans des data centers qui sont dans le cloud on-premise. Pour ça, je pense que c'est une notion que tout le monde connaît. C'est impossible. Le on-premise n'est pas du tout adapté à ces genres d'usage parce que vous avez besoin de puissance de calcul astronomique pour faire ça. Si toutes les entreprises du monde devaient se doter de serveurs pour faire ça, ça serait absolument pas économique. Et donc, il y a une vraie logique d'économie d'échelle à se partager les capacités dans le cloud. La dernière problématique, c'est le edge. Vous avez entendu parler du edge computing. Donc, on a besoin de grandes capacités de calcul, mais soit pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons de latence. Vous ne pouvez pas toujours appeler le cloud pour avoir la réponse. Donc, le edge computing, c'est juste le fait de pouvoir mettre de la capacité de calcul à l'endroit où la data est fabriquée. Donc, typiquement, dans une caméra qui est en train de regarder quelque chose pour faire dans la caméra la détection d'intrusion. Typiquement, dans les usines. Les usines, vous savez, sont pour des raisons de sécurité évidentes pas connectées à l'Internet. En tout cas, les machines de production ne sont pas connectées. Il faut mettre de la capacité de calcul au bord de l'usine pour pouvoir faire l'inférence des modèles. Alors, les enjeux, si on prend un peu de hauteur, on est en train de vivre une course à l'armement comparable au nucléaire, enfin à l'émergence des armes nucléaires. Voilà. Il y a 3 zones, il y a un peu plus de zones, mais en tout cas, c'est les zones principales. Le message, c'est boy, en Europe, il faut vraiment qu'on réagisse, quoi. C'est parce qu'on n'est vraiment pas sur la balle. Pour vous donner des illustrations de ça, les États-Unis, vous avez entendu, donc il y a des plans d'investissement de 500 milliards sur les 4 prochaines années pour acheter des cartes. En fait, c'est une région qui investit plus de 100 milliards par an dans l'IA. Ils sont en train de se libérer de toute contrainte régulatoire. D'une part, avec un plan déterminé de l'administration Trump sur le fait de positionner les États-Unis comme étant la domination mondiale de l'IA, avec des activités d'activisme, on va dire, en cours pour libérer les opérateurs de ça de toute contrainte régulatoire pour une durée donnée. Les résultats sont là en termes économiques, on peut parler des résultats sociétaux et ainsi de suite, mais dans la région, il y a 7 boîtes qui font plus d'1 trillion de capitalisation. L'année dernière, c'était 40 modèles majeurs qui ont été lancés aux États-Unis. Et plus important, 75% de la puissance de calcul est là-bas. Quand je parle de cette puissance de calcul, c'est les gros calculateurs qui vont faire l'entraînement des modèles, qui s'appellent des équivalents H100. H100, c'est une carte de NVIDIA. Voilà. Et si je parle à l'autre bout, la Chine. La Chine, c'est pareil, des dizaines, voire des centaines de milliards d'investissements de l'État. Alors évidemment, là-bas, l'investissement privé est un peu plus réduit. Ils ont aussi un plan déterminé de faire de l'IA un sujet de souveraineté multinationale de la Chine. Alors eux, plus tournés vers les États du Sud. C'est 15 modèles lancés l'année dernière. C'est beaucoup plus partie de la puissance de calcul. Nous, entre deux, c'est très européen. C'est we are ruling without reading. Donc, on a fléché des investissements, mais ils ne sont pas vraiment matériels. Donc, on a créé un fonds d'investissement de 200 milliards, mais c'est un fonds, hein, donc il n'est pas investi, c'est pas voilà. On a un plan Marshall de M. Draghi à 800 milliards de dollars par an, dont personne ne croit le price tag. Voilà. On a quand même fait des investissements privés significatifs tous les ans. Mais vous voyez que c'est un ordre de grandeur en dessous de ce que fait ce fonds dans notre zone. On essaye de réguler à fond, mais on n'y arrive pas. Donc l'AI Act, c'est au point mort. Hein. Il y a 3 pays de l'EU qui ont créé leur autorité.
sur tous les signataires. La convention sur l'IA du Conseil de l'Europe, il y a eu 17 signataires, dont l'Union elle-même. Il y a 0 ratification à ce jour. Et sadly, on n'a pas de géant de l'IA. On a des champions comme Mistral qui lancent des trucs, mais on a sorti 3 modèles en 2024 majeurs, là où les États-Unis en ont sorti 10 fois plus. Et on a très peu de puissance de calcul disponible. Donc il y a vraiment, comme pour l'équipement en armes nucléaires, il y a une démarche géopolitique mondiale d'investissement massif dans ce sujet. C'est aussi important, c'est considéré aujourd'hui par les gouvernements aussi important d'investir dans les infrastructures de l'IA que aussi stratégique que d'investir dans sa grille, investir dans sa capacité à apporter de l'eau à ses citoyens et ainsi de suite. Alors les besoins d'infrastructures là-dedans, ils sont massifs. Donc c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. En termes de hardware data center, ce qui est prévu, planifié, c'est que les entraînements des modèles de 2028, donc c'est dans 3 ans, c'est pas un horizon très lointain, il faudra des clusters de 5 gigawatts pour faire ces entraînements. Alors ça ne vous parle pas, peut-être 5 gigawatts, il faut comprendre que 5 gigawatts, c'est 5 centrales nucléaires par cluster pour les alimenter. Alors à cette échelle, ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui avec les plus petits data centers qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire la génération behind de meter, ça ne marche plus. On ne peut pas amener 5 gigawatts, on ne va pas construire 5 centrales nucléaires à côté de chacun des data centers. Donc il va falloir tirer sur la grille. Ce qui donne un enjeu d'infrastructure majeur, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où la grille n'est pas du tout prévue, pas du tout, pour transporter de la génération dans ces volumes-là sur des data centers. Donc il y a une premier sujet, c'est qu'il va falloir construire énormément de très gros data centers. Va falloir adapter la grille pour amener le power sur ces data centers. Va falloir créer de la capacité de génération. Voilà. Et puis il y a l'enjeu de la disponibilité du hardware. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, hein, donc Nvidia, c'est 4 trillions et demi de valorisation, je crois. Pourquoi ? Parce qu'ils sont 90% du marché des GPU. Donc il y a une vraie scarcité, excusez-moi, je ne sais pas comment le dire en français, de la ressource, qui est un enjeu d'infrastructure en tant que tel. C'est la capacité à créer ces cartes. Et vraiment, voilà. La génération, j'en ai parlé, sujet massif, il manque, rien qu'aux États-Unis, il manque 68 gigawatts de power. Si tous les projets de data center qui sont planifiés aujourd'hui vont au bout, il manque 68 gigawatts de power en 2028. Encore une fois, ça veut dire qu'il manque 68 centrales aux États-Unis. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que du coup, les hyperscalers, les Google, les Microsoft, voilà, ils prennent le relais des gouvernements sur ce genre d'investissement. Google a signé cette année un PPA de plusieurs centaines de millions de dollars, voire de milliards de dollars, avec des boîtes qui prévoient un jour de produire de l'énergie par fusion. C'est une technologie qui n'est pas prête, comme vous le savez, mais on prend déjà des engagements très importants. Et donc on finance en fait l'émergence de ces nouvelles technologies de génération. La grille, j'en ai parlé, l'importance c'est vraiment crucial, c'est probablement un sujet dont on parle moins, parce qu'il est un peu moins sexy, mais qui est complètement... C'est ça le bottleneck aujourd'hui. Hein. Si ça va, au rythme ça va, sans investissement, il y aura 100 fois plus de blackout aux États-Unis dans 5 ans qu'aujourd'hui. 100 fois plus. Le corollaire, les prix du power vont augmenter de façon significativement. Puis il y a d'autres impacts. L'eau, vous savez, il faut refroidir ces trucs-là, ça consomme de l'eau. À mesure qu'on va déplacer la génération vers des zones géographiques qui sont un peu plus carbone intensives que d'autres, ça crée des émissions carbone qu'il va falloir traiter, et ainsi de suite. Dernier point sur, on va dire, le cycle d'investissement. Il y a un phénomène d'investissement circulaire en ce moment, alors qui est très cohérent, très rationnel, qui pose la question est-ce qu'on est dans une bulle. Alors le setup, ce qu'il faut comprendre, c'est que Nvidia, comme je dis, c'est vraiment le bottleneck de cette industrie. Aujourd'hui, ils sont valorisés, si je ne dis pas de bêtises, 25 fois leurs revenus.
Donc ce que fait NVIDIA en bon financial engineer, ils investissent dans des boîtes qui vont utiliser cet argent pour acheter leurs cartes. Donc typiquement, ils viennent de mettre 100 milliards dans OpenAI. Qu'est-ce que va faire avec un droit de premier regard sur l'achat des capacités d'inférence et d'entraînement d'OpenAI? Donc quelque part, vous prenez 1 milliard de la balance sheet de NVIDIA, vous les mettez chez OpenAI, OpenAI utilise ce milliard pour acheter 1 milliard de cartes à NVIDIA, NVIDIA a augmenté sa valeur de 25 milliards. À passer, 1 milliard est devenu 25 milliards de fois. Voilà. Alors, ça, c'est l'argument pour dire, oula, mais ça ressemble vachement à l'Internet, l'e-commerce, ce truc-là. On avait exactement ce phénomène-là à cette époque-là. Le contre-argument, on a vraiment besoin d'investissement. On a vraiment besoin d'infrastructures. Ce n'est pas une mode, ce n'est pas un fad, ça ne va pas disparaître. On ne va pas revenir au monde avant IA plus qu'on va revenir au monde avant électricité. Et vous avez vu que l'enjeu d'investissement il est absolument astronomique. Or, pour que ces investissements soient efficaces, il faut un alignement parfait entre le fournisseur de hardware, l'hébergement de ce hardware et les applications qui sont... Ça demande beaucoup d'alignement stratégique dans un marché dans lequel il y a de la scarcity, justement, où l'accès à la ressource fondamentale est compliqué. Ces mécanismes-là, ils créent cet alignement stratégique. Donc, il peut se passer... Je n'ai pas de boule de cristal. Vous êtes en plus beaucoup plus expert que moi sur la question. Il peut se passer deux choses. On pourra considérer ça dans 10 ans comme étant la grande bulle de l'IA. C'est possible, j'en sais rien. Ou alors, on pourra considérer ça comme étant la grande accélération de l'IA. La grande accélération par l'IA, la grande accélération des investissements par l'IA, qui a été permise par ces mécanismes financiers. Alors pour conclure sur un truc un peu plus léger, les usages dans les métiers des investisseurs. Alors, comme je l'ai dit, moi je travaille essentiellement avec des GPs. La demande pour des sujets d'IA chez les GPs a explosé en 2022 avec ChatGPT. Donc quelque part, ChatGPT a mis sur le haut de la pile, en visibilité, les possibilités, les potentialités de ces techniques. Aujourd'hui, 80% des GP utilisent de l'IA dans leur process, déjà. Donc c'est un sujet qui est massivement... Là, donc, je touche du bois. Merci pour mon business. C'est très florissant, la demande dans le GP. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui très concrètement, au-delà du buzz et ainsi de suite? C'est quoi les usages que nous, on voit chez les clients? Premier type d'usage, c'est l'augmentation des équipes d'investissement. Donc l'IA va être utilisée pour faire de la recherche de façon plus approfondie, plus complète, plus de sources, notamment l'analyse des documents de diligence. On va pouvoir charger tous ces documents de diligence quelque part et faire des synthèses, des analyses, des comparaisons là-dedans. C'est un peu utilisé pour les valorisations. Pour l'instant, le seul usage vrai que j'ai vu par rapport à ça, c'est la fabrication de paniers de comparables. Donc je vais demander à la machine de me fabriquer des paniers de comparables et après je vais utiliser des analytics classiques pour aller fetcher les KPI dans Preqin, Capital IQ, Bloomberg, S&P pour nourrir ces trucs-là. Et puis on va drafter plutôt des documents internes. Pour l'instant, la qualité de production n'est pas tout à fait suffisante pour qu'on les mette devant un investisseur et ainsi de suite. Par contre, pour le mémo de suivi de l'avancement du dossier, ça marche très bien et on va se faire des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment les usages. Nous, on a aidé Ardian à créer sa plateforme d'IA qui s'appelle Gaia. Aujourd'hui, c'est le plus gros succès technologique chez Ardian depuis la création de la boîte. On a lancé en production la plateforme en fin d'année dernière, donc en fin 2024. Aujourd'hui, donc on est 9 mois après, une personne sur deux chez Ardian l'utilise tous les jours. Donc voilà. Il y a un deuxième volet d'application dans lequel on a plutôt des solutions spécialisées. Alors ça va intéresser nos amis White & Case. C'est tout ce qui est analyse de documents contractuels, tous les aspects legal et ainsi de suite. Là, il y a une offre sur le marché qui prend la place qui s'appelle Harvey, qui est plutôt pensée pour les lawyers, hein, donc c'est plutôt des trucs qui analysent la jurisprudence et ainsi de suite, mais qui est de plus en plus utilisé par les entreprises pour faire leurs applications réglementaires et
c'est assez intéressant, c'est sur des sujets plutôt basiques, c'est-à-dire qu'elle va te donner une jurisprudence, elle invente une jurisprudence qui n'existe pas, et te brode la jurisprudence en te donnant la date, etc. En fait, on se rend compte que c'est complètement faux. Et sur des choses plutôt complexes, ça marche bien. Donc c'est assez... Sur Harvey, nous on a évidemment, on connaît bien cette interface, donc beaucoup de caveats, hein, donc ne pensez pas, c'est pas pour mon métier, hein, c'est ne pensez pas qu'en prenant Harvey, ça va remplacer White & Case et Consorts. Alors, en fait, il faut être déjà, pour reprendre les choses, pour utiliser Harvey, il faut déjà être quelque part un lawyer. Absolument. Sinon, tu vas pas passer le truc. Je reprends mon analogie du pilote, il y a toujours un pilote dans l'avion. Hein. C'est juste son métier a un peu changé, certes, mais il y a toujours un pilote dans l'avion. Alors, troisième catégorie, c'est là où il y a les gisements de productivité les plus importants à date, c'est tout ce qui est la relation investisseur, où on va utiliser des machines pour enrichir le CRM. Donc, on va comprendre les LP, les personnes, hein, je veux dire, pas les boîtes, de façon très fine pour comprendre toutes les informations qu'on va collecter avec des machines, toutes les informations qu'on peut avoir dessus. Puis, on va comprendre leurs hot buttons. Jérôme, investisseur chez machin, lui, super intéressé par tous les sujets de sustainability, tu les mets tout en haut de la pile, et ainsi de suite. Ça permet la personnalisation des pitchbooks, donc c'est un usage qui est un peu naissant, mais qui est vraiment activement développé par beaucoup de gens. Donc c'est plutôt que d'envoyer un pitchbook de façon générique à tout le monde, chacun va recevoir un pitchbook qui était vraiment préparé avec l'aide d'une machine spécifiquement pour lui, en mettant les chapitres dans le bon ordre, l'importance des chapitres de la bonne façon, et ainsi de suite. Et donc ça c'est vraiment aujourd'hui ça devient l'usage le plus répandu, c'est la réponse automatique au DDQ. Là on est quand même, vous voyez, c'est les firmes d'agents un peu généralistes comme ça sont pas très très bonnes encore pour faire ce travail de façon précise. Ça demande de faire des développements un peu sur mesure, parce que pour être, comme la qualité de la réponse est absolument critique, il faut vraiment être sûr des réponses qui sont fabriquées. Et ça demande notamment de vectoriser les questions et les réponses du passé de façon très précise, ce qui n'est évidemment pas un souci qu'on a quand on développe un copilot ou un GPT qui est pensé pour toutes sortes de documents. Et puis le dernier usage, c'est les usages du reporting, évidemment. Donc je vais fabriquer mes reporting par la machine, plutôt que de m'embêter à créer de la BI hyper sophistiquée dans tous les sens. J'ai un data lake quelque part, et c'est la machine qui va aller me fabriquer les analyses au fur et à mesure de mes questions. C'est assez coûteux à fabriquer aujourd'hui, parce qu'en fait, il faut avoir ce fameux data lake sécurisé, organisé, ainsi de suite. Il y a une plateforme très utilisée dans votre industrie qui est Snowflake pour ça, pour des raisons que je vous... complètement équivalente en capacité par rapport aux autres. C'est une solution utilisée pour d'autres raisons. C'est en train de se commoditiser, ce truc-là. Au sens, c'est très coûteux d'amener ces données dans la plateforme. C'est un gros travail. Hein. On a mis 2 ans chez Ardian pour le faire. C'est un énorme boulot. Par contre, le fait de pouvoir interroger cette donnée en langage naturel, fabriquer des reportings, ça c'est de plus en plus une feature qui est proposée par les Snowflake, les Databricks, les Looker de ce monde. Voilà pour cette partie introductive. Merci beaucoup. Je vais passer la main à Vincent, j'imagine, qui va mettre ça un petit peu en situation à travers quelques cas d'usage. Et voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et le partager autour de vous. Vous pouvez vous renseigner sur les prochains événements d'Infravenir et adhérer à notre association sur infravenir.com. Retrouvez-nous aussi sur notre page LinkedIn Infravenir. À bientôt.